En 60 ans, un basculement stratégique aussi brutal paraissait presque inimaginable dans le Sahel contemporain. Deux chiffres se heurtent pourtant. 7 frontières partagées et un bloc désormais continu du Mali aux abords du Soudan, renversant l'idée d'un rempart extérieur longtemps tenu pour stable. Que signifie cette rupture pour celles et ceux qui suivent l'actualité du Burkina Faso, alors qu'Ibrahim Traoré rappelle que certaines frontières demeurent artificielles et politiquement contestées? Un espace se ferme, un autre s'invente, ouvrant une zone grise faite d'incertitudes, de rivalités renouvelées et d'équilibres encore fragiles régionaux. Ce récit s'adresse à celles et ceux qui cherchent à comprendre ce que ce basculement change concrètement, au-delà des annonces diplomatiques et des réactions immédiates. L'enjeu pour le lecteur est clair: comprendre pourquoi ce réalignement redessine l'équilibre régional immédiat. Il ne s'agit pas d'anticiper l'avenir avec certitude, mais de saisir les mécanismes déjà à l'œuvre, tels qu'ils apparaissent dans la source. 3 fils structurent cette promesse analytique. D'abord, expliquer comment la décision tchadienne modifie la lecture stratégique d'un espace longtemps perçu comme un carrefour entre nord arabe et sud sahélien. Ensuite, identifier pourquoi certains partenaires occidentaux interprètent ce geste comme la perte d'un point d'appui considéré, jusqu'ici comme indispensable à leur projection régionale. Enfin, éclairer les implications plus larges de l'alignement avec l'AES, décrit non comme un simple changement d'alliance, mais comme un déplacement du centre de gravité sahélien. Au fil de cette analyse, le lecteur est invité à relier faits, perceptions et symboles afin de comprendre comment une décision unique peut produire des effets multiples, à la fois spatiaux, politiques et sociaux. 60 années de continuité géopolitique ont été reconsidérées en quelques jours. Un seul chiffre oriente la lecture: 7 frontières, dont la réorientation transforme instantanément la perception stratégique régionale. Ce point de départ permet de comprendre pourquoi le geste du Tchad dépasse largement le cadre d'un simple ajustement diplomatique. Situé au croisement de la Libye, du Soudan, de la Centrafrique, du Cameroun, du Nigeria, du Niger et du Mali, le pays a longtemps fonctionné comme un pivot discret mais central. Tant que cette position restait alignée sur des partenariats extérieurs, elle offrait un espace ouvert, perçu comme une zone de projection, de surveillance et de transit logistique. La source décrit précisément ce moment où cette lecture bascule. La nouveauté ne tient pas seulement à l'alignement avec l'AES, mais à l'effet spatial immédiat qu'il produit. Un espace auparavant fragmenté devient contigu. Un corridor oriental, jugé vulnérable pour le bloc Mali-Burkina, se referme. Cette continuité territoriale modifie le calcul de plusieurs capitales, car elle réduit les marges de manœuvre fondées sur l'accès indirect et la circulation rapide des moyens. Ce changement est représenté comme un choc de perception, autant que comme une reconfiguration opérationnelle. Dans ce contexte, la référence à Ibrahim Traoré joue un rôle narratif structurant. Ses propos, cités dans la source, sur le caractère artificiel de certaines frontières, servent de clé de lecture symbolique. Il ne crée pas la dynamique, mais l'éclaire. En rappelant que les lignes tracées sur la carte sont historiquement contestées, Ibrahim Traoré s'inscrit dans une logique régionale où la souveraineté n'est plus pensée uniquement à travers les cadres hérités, mais à partir de la cohérence territoriale et politique recherchée. Ainsi, la mini-révélation tient en une chaîne causale simple. Une décision diplomatique enclenche un effet spatial. Cet effet spatial transforme les perceptions stratégiques. Ces perceptions réorganisent les attentes, tant à l'extérieur qu'au sein des sociétés locales. Ce n'est pas encore une recomposition achevée, mais le moment précis où l'équilibre supposé du Sahel commence à se fissurer devient lisible. Pour rendre perceptible ce basculement, la source introduit un témoin local, Idriss, habitant près d'une base d'où décollaient régulièrement des appareils étrangers.
Son récit ne porte pas sur des doctrines ou des alliances, mais sur des sensations quotidiennes. Pendant des années, le vacarme des avions a rythmé la vie du quartier, sans que les promesses associées à cette présence sécuritaire ne se traduisent par des infrastructures visibles ou des services publics améliorés. Cette dissociation entre bruit stratégique et silence social constitue le premier indice d'un décalage profond. Lorsque les derniers appareils quittent la zone, Idriss décrit un silence inattendu, presque déroutant. Ce moment n'est pas présenté comme un simple retrait logistique, mais comme un changement d'atmosphère. L'absence devient un signal. Le quartier perçoit la transformation avant toute annonce administrative ou réorganisation officielle. La source insiste sur ce point. Les effets précoces d'une décision géopolitique se manifestent souvent dans le rythme ordinaire de la vie, bien avant d'apparaître dans les communiqués. Ce micro-récit éclaire un phénomène plus large. Pour une partie de la population, l'alignement tchadien avec l'AES n'est pas vécu comme une abstraction diplomatique, mais comme une transition ressentie physiquement. Le silence remplace le vacarme. L'attente succède à l'habitude. Cette perception nourrit à la fois l'incertitude et l'espoir. L'incertitude, parce que l'avenir immédiat reste flou. L'espoir, parce qu'un espace jusque-là occupé semble soudain ouvert à d'autres priorités. Idriss ne formule pas de programme politique. Il observe simplement un décalage. Une présence étrangère massive n'avait pas produit les effets attendus, et son départ crée une page blanche. Ce contraste devient une clé de lecture. Il montre comment une décision stratégique abstraite commence par modifier le vécu local, avant de redessiner les cadres institutionnels. Avant la décision tchadienne, l'équilibre régional reposait sur une continuité héritée. Un espace oriental demeurait ouvert, facilitant la projection extérieure, la surveillance des flux et une certaine lisibilité stratégique pour les partenaires occidentaux. Cette configuration, installée depuis des décennies, n'était plus questionnée dans ses fondements. Elle fonctionnait comme une évidence opérationnelle, intégrée aux calculs régionaux sans être réellement débattue. Le déclenchement intervient lorsque le Tchad annonce son alignement avec l'AES. Le geste est diplomatique, mais son effet est immédiat. Un espace jusque-là considéré comme perméable se referme. La source décrit cette fermeture comme la disparition soudaine d'un levier stratégique central. Ce n'est pas un déplacement marginal, mais la rupture d'un point d'appui qui structurait les trajectoires d'influence, de logistique et de surveillance. L'ouverture orientale du bloc Mali-Burkina, perçue comme vulnérable, est brusquement reconfigurée. Le pic de tension se manifeste dans les réactions extérieures. La source évoque une inquiétude croissante, parfois décrite comme une forme de panique stratégique. La perte d'un territoire pivot complique la capacité d'intervention rapide et brouille la lecture des dynamiques internes. Des expressions comme la perte des yeux et oreilles traduisent cette désorientation. Les stratégies d'encerclement, pensées dans un espace fragmenté, deviennent plus difficiles à appliquer face à un ensemble désormais continu. C'est à ce moment que la figure d'Ibrahim Traoré prend une dimension symbolique accrue. Ses propos sur le caractère artificiel de certaines frontières, rappelés dans la source, résonnent avec la séquence en cours. Ils ne déclenchent pas l'événement, mais en amplifient la portée. Le geste tchadien cesse d'apparaître comme isolé. Il s'inscrit dans une dynamique régionale où la souveraineté s'est repensée à partir de la cohérence territoriale plutôt que de l'héritage cartographique. La rémanence s'installe progressivement. Après le choc initial, les conséquences commencent à se diffuser. Les acteurs régionaux réévaluent leur marge de manœuvre. Les partenaires extérieurs ajustent leurs dispositifs. Les sociétés locales, elles, perçoivent surtout un changement de rythme. La source insiste sur cette phase intermédiaire. Ni stabilisation complète, ni chaos immédiat, mais une tension durable où l'incertitude coexiste avec de nouvelles possibilités. Cette séquence révèle une logique claire. Un déclencheur diplomatique produit un effet spatial.
Cet effet de spatial provoque un pic de tension stratégique. Puis, les conséquences s'étalent dans le temps, modifiant perception, calcul et attente. Le basculement ne se résume pas à un instant. Il devient un processus. 3 repères chiffrés, présents dans la source, suffisent à éclairer l'ampleur du basculement sans prétendre à une démonstration statistique exhaustive. Ils ne servent pas à prédire, mais à cadrer la lecture. Chacun agit comme un point d'ancrage permettant de comparer un avant et un après, et de mesurer pourquoi la décision tchadienne dépasse sa apparence diplomatique. Le premier repère est temporel, 60 ans. Cette durée renvoie à une continuité géopolitique rarement interrompue dans le Sahel contemporain. Pendant 6 décennies, une même configuration stratégique a structuré les perceptions extérieures, les partenariats sécuritaires et les logiques d'influence. La source insiste sur le contraste. Ce temps long est remis en question en quelques jours seulement. Ce décalage crée un effet de rupture. Il montre que la stabilité invoquée n'était pas immuable, mais dépendante d'équilibres devenus fragiles. Autrement dit, un héritage de longue durée peut basculer dès lors que ses points d'appui cessent d'être partagés. Le deuxième repère est géographique, 7 frontières. Le Tchad partage des limites avec 7 États, ce qui en fait un carrefour régional plutôt qu'un acteur périphérique. Cette multiplicité frontalière explique pourquoi sa réorientation modifie simultanément plusieurs vecteurs stratégiques. Tant que ce carrefour restait aligné sur des partenaires occidentaux, il offrait un levier central pour la surveillance, la projection et la continuité logistique. Lorsque ce levier disparaît, l'ensemble du réseau régional est affecté. La source résume cet enjeu par une idée simple. Plus un État est connecté, plus son changement d'orientation résonne largement. Le troisième repère est volumétrique et comparatif. La source décrit l'ensemble formé par l'AES, élargi comme un bloc territorial, plus vaste que l'Inde. Il ne s'agit pas d'une précision métrique, mais d'une échelle mentale. Cette comparaison permet de visualiser la transformation d'un espace autrefois fragmenté en une entité continue et massive. L'effet recherché est clair. Souligner que la cohésion territoriale modifie la manière dont les acteurs extérieurs évaluent l'accès, la pénétration et la capacité d'influence. Un espace de cette ampleur ne se gère plus selon les mêmes logiques qu'un ensemble morcelé. Pris ensemble, ces 3 repères, un temps long rompu, une centralité frontalière, une masse territoriale inédite, dessinent une ligne de fracture nette. Ils opposent à un avant marqué par la dispersion et l'asymétrie à un après caractérisé par la continuité et la fermeture relative. C'est précisément à ce point que la référence à Ibrahim Traoré prend tout son sens analytique. Ses propos sur les frontières artificielles, cités dans la source, agissent comme un catalyseur symbolique. Il relie les chiffres à une lecture politique plus large, où l'espace n'est plus seulement mesuré, mais revendiqué. Ces données ne concluent rien à elles seules. Elles éclairent. Elles montrent comment une décision unique active des décalages multiples, à la fois temporels, spatiaux et perceptifs. Le changement n'est pas seulement observé, il devient mesurable dans ses contours essentiels. La source présente 2 thèses principales pour interpréter le basculement en cours, chacune reposant sur une logique cohérente et des préoccupations distinctes. Les exposer clairement permet de comprendre pourquoi le débat reste ouvert et pourquoi la transition actuelle ne se laisse pas réduire à une lecture unique. La première thèse considère la réorientation tchadienne comme une fragilisation durable des partenariats occidentaux dans le Sahel. Selon cette lecture, la perte d'un point d'appui central réduit fortement les capacités de surveillance et de projection rapide vers des zones jugées sensibles, notamment au Mali ou aux marges libyennes. La source évoque l'idée d'une disparition des yeux et des oreilles, métaphore d'un dispositif d'observation construit sur la centralité géographique du Tchad. Dans ce cadre, la continuité territoriale nouvellement formée complique les stratégies d'encerclement
et accroît l'incertitude opérationnelle. Le vide créé est alors perçu comme un risque immédiat, susceptible d'être exploité par des acteurs hostiles ou de déstabiliser des équilibres déjà précaires. La seconde thèse adopte un point de vue inverse. Elle interprète ce même vide non comme une vulnérabilité, mais comme une opportunité. La source souligne que, pour une partie des populations et des élites régionales, le retrait de certaines présences étrangères ouvre un espace de recomposition. L'absence devient une page blanche où pourraient s'expérimenter de nouvelles formes de coordination, de souveraineté et de gestion des ressources. Dans cette lecture, la continuité territoriale de l'AES renforce la capacité des États membres à négocier collectivement et à réduire des relations jugées asymétriques. Le risque existe, mais il est perçu comme le prix à payer pour une autonomie accrue. Ces deux thèses ne s'annulent pas. Elles décrivent deux angles d'un même moment de transition. La source insiste sur ce point d'équilibre instable. Le vide stratégique peut effectivement générer des failles, car certains mécanismes antérieurs cessent de fonctionner. Mais ce même vide peut aussi devenir un espace de structuration nouvelle, à condition que les acteurs régionaux parviennent à coordonner leurs décisions et à contenir les tensions internes. C'est dans cette coexistence que réside la clé analytique. La fragilité perçue par les partenaires extérieurs et l'espoir exprimé localement ne sont pas contradictoires. Ils signalent une phase où l'issue dépend moins de l'intention initiale que de la capacité collective à gérer la transition. Le basculement n'est ni une garantie de stabilité, ni une promesse de chaos. Il est une période d'ajustement où chaque lecture influence les comportements et où les perceptions deviennent elles-mêmes des facteurs stratégiques. Ce basculement marque le point médian du récit. Jusqu'ici, la transition pouvait encore être lue comme une suite de réactions à une décision diplomatique isolée. À partir de ce moment, la source invite à un renversement du regard. Ce qui semblait manquer commence à structurer. Le retrait extérieur, loin de créer un simple vide, produit une nouvelle forme de contrainte et, simultanément, une nouvelle marge de manœuvre. La disparition d'un point d'appui historique modifie les anticipations. Les acteurs extérieurs ne peuvent plus compter sur les mêmes relais, tandis que les États de l'AES se découvrent liés par une continuité qu'ils n'avaient jamais pleinement expérimentée. La source souligne que cette présence paradoxale de l'absence agit comme un révélateur. Elle oblige chacun à revoir ses calculs, non plus à partir de ce qui est installé, mais de ce qui n'est plus disponible. C'est ici que la référence à Ibrahim Traoré prend une portée nouvelle. Ses propos sur les frontières artificielles, déjà évoqués, cessent d'être une simple déclaration politique. Ils deviennent un cadre interprétatif. En l'absence d'un ordre extérieur stabilisateur, l'idée de redéfinir l'espace selon des logiques internes gagne en cohérence. La souveraineté n'est plus seulement revendiquée, elle est mise à l'épreuve par les faits. Ce moment central fixe ainsi le déplacement majeur du récit. La question n'est plus de savoir qui part, mais qui structure ce qui reste. L'espace sahélien n'est plus défini par ses appuis extérieurs, mais par la manière dont ses acteurs remplissent ou non l'absence créée. Les effets du basculement décrits dans la source se déploient simultanément sur plusieurs plans. Pour en saisir la portée réelle, il convient d'observer 4 niveaux distincts: l'État, les entreprises, la population et la région. Chacun révèle une conséquence spécifique, mais tous sont reliés par la même reconfiguration territoriale et symbolique. Au niveau de l'État, la première conséquence tient à la redéfinition des marges de souveraineté. La source souligne que la décision tchadienne entraîne une relecture des partenariats hérités, en particulier ceux qui structuraient la gestion sécuritaire et l'accès aux ressources. Cette réévaluation n'est pas présentée comme une rupture immédiate, mais comme un processus. Les autorités cherchent à repositionner leurs priorités dans un environnement désormais plus cohérent territorialement. La référence à Ibrahim Traoré, mobilisé comme trajectoire régionale observée, joue ici un rôle catalyseur. Elle sert de point de comparaison,
et renforce l'idée que cette réorientation s'inscrit dans un mouvement plus large, partagé par plusieurs États sahéliens. Pour les entreprises, l'impact était moins visible à court terme, mais il n'en est pas moins significatif. La source évoque un rééquilibrage potentiel des rapports de force, notamment dans les secteurs liés aux ressources naturelles. Un espace régional plus uni accroît la capacité des États à négocier collectivement et réduit la dépendance à des acteurs extérieurs dominants. Il ne s'agit pas d'un bouleversement immédiat des contrats, mais d'un changement de climat. Les anticipations évoluent, et avec elles, la perception du risque et de l'opportunité. Les entreprises locales observent une possible ouverture, tandis que les acteurs étrangers doivent être composés avec un cadre moins fragmenté. À l'échelle de la population, les conséquences sont avant tout symboliques et sensibles. Le témoignage d'Idriss, déjà évoqué, illustre ce décalage entre décisions stratégiques et vécu quotidien. Le silence, qui succède au départ des appareils étrangers, devient un marqueur tangible du changement. Pour une partie des habitants, cette transition nourrit des attentes nouvelles, liées à l'espoir d'un rééquilibrage et d'une meilleure adéquation entre présence étatique et besoins locaux. Pour d'autres, elle suscite des inquiétudes face à l'incertitude sécuritaire. La source montre que ces deux sentiments coexistants, façonnant un imaginaire collectif, fait d'espoir prudent et de vigilance. Enfin, au niveau régional, la conséquence majeure réside dans la continuité territoriale nouvellement formée. L'intégration du Tchad à l'AES est décrite comme la fermeture d'un espace auparavant ouvert, et la constitution d'un bloc allant du Mali aux abords du Soudan. Cette configuration modifie profondément la lecture stratégique extérieure. Les capacités d'accès indirect, de contournement et de projection rapide se réduisent. L'espace sahélien apparaît moins comme un ensemble de points isolés que comme une entité cohérente, difficile à pénétrer et plus exigeante en matière de coordination. Ces 4 niveaux dessinent un paysage d'effets imbriqués. Le basculement n'affecte pas un seul acteur, ni un seul registre. Il redéfinit simultanément les calculs étatiques, les anticipations économiques, les perceptions citoyennes et les équilibres régionaux. La source insiste sur ce point. La force du changement réside précisément dans cette diffusion transversale, où chaque conséquence renforce les autres. La source ne propose pas de prédiction fermée, mais elle permet de dégager 3 trajectoires cohérentes pour les mois à venir. Chacune repose sur les mêmes signaux observés, mais les combine différemment selon les ajustements opérés par les acteurs concernés. L'intérêt de ces scénarios tient moins à leur exactitude qu'à leur capacité à structurer l'observation. Dans un scénario de base, celui d'un ajustement progressif, la continuité territoriale nouvellement formée se stabilise sans rupture majeure. Si les États membres de l'AES consolident leur coordination minimale, alors les relations avec les partenaires extérieurs évoluent par paliers. Les mécanismes hérités sont renégociés lentement, sans confrontation directe. La priorité reste le contrôle interne et la lisibilité régionale. Dans ce cadre, l'incertitude persiste, mais elle est contenue. Les acteurs apprennent à fonctionner dans un environnement moins ouvert, sans pour autant refermer totalement les canaux de dialogue. Le scénario optimiste repose sur une cohésion renforcée. Si la page blanche évoquée dans la source se transforme en projet collectif, alors la continuité territoriale devient un avantage structurant. Les États approfondissent leur coordination, harmonisent certaines décisions et renforcent leurs dispositifs communs. La souveraineté revendiquée se traduit par des actes concertés, ce qui réduit les tensions internes et clarifie les rapports avec l'extérieur. Dans cette hypothèse, l'espace sahélien gagne en lisibilité et en capacité d'initiative, transformant une phase d'incertitude en opportunité de stabilisation relative. Le scénario pessimiste, enfin, met l'accent sur les risques du vide. Si l'absence de points d'appui extérieur n'est pas compensée par une coordination efficace, alors des failles apparaissent.
La source évoque la possibilité que des acteurs opportunistes exploitent les zones de transition. Dans ce cas, l'instabilité pourrait s'accroître, alimentée par des tensions frontalières et des déséquilibres internes. Le basculement, au lieu de produire une cohérence, accentuerait les fragilités existantes. Face à ces trajectoires, une recommandation de lecture s'impose. Il est plus pertinent d'observer les ajustements concrets que de se fier aux déclarations. Si des décisions synchronisées apparaissent, la cohésion progresse. Si les signaux se contredisent, la fragilité domine. Le futur du Sahel proche ne se jouera pas sur les intentions affichées, mais sur la manière dont chaque absence sera comblée ou laissée ouverte. Les dynamiques décrites dans la source ne sont pas perçues de manière uniforme. Elles résonnent différemment selon les publics qui suivent l'actualité du Sahel ou qui en font l'expérience indirecte. Identifier ces regards permet de comprendre pourquoi le basculement suscite à la fois intérêt analytique, projection politique et attentes très concrètes. Pour celles et ceux qui observent la géopolitique régionale, la transition agit comme un laboratoire. Le vide décrit comme une page blanche devient un objet d'analyse permanent. Ces observateurs scrutent les signaux faibles, les ajustements de discours et les gestes coordonnés. Ils cherchent à déterminer si la continuité territoriale se traduit par une cohérence stratégique réelle ou si elle reste symbolique. La figure d'Ibrahim Traoré, souvent citée comme référence régionale, sert ici de point de comparaison. Elle alimente une lecture transversale des trajectoires sahéliennes, sans pour autant en fournir une clé unique. Un second public s'intéresse avant tout aux trajectoires politiques des États voisins. Pour ces lecteurs, la décision tchadienne n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans une séquence plus longue de reconfiguration souverainiste. L'attention se porte moins sur les effets immédiats que sur les implications institutionnelles. Comment les États redéfinissent-ils leurs priorités ? Quels cadres hérités sont remis en question ? Ici, le basculement est perçu comme un ajustement historique, dont la portée se mesurera dans la durée, plutôt que dans l'événement. Enfin, un troisième public se concentre sur les impacts vécus. Ce sont celles et ceux pour qui le récit d'Idriss fonctionne comme un miroir. Le contraste entre le vacarme passé et le silence actuel devient une manière de rendre tangible une transformation abstraite. Ce public s'interroge sur les effets concrets. Sécurité quotidienne, services publics, visibilité de l'État. La source montre que ces attentes ne sont pas toujours formulées politiquement, mais qu'elles pèsent sur la manière dont la transition est interprétée et jugée. En réunissant ces regards, une constante apparaît. Le basculement ne se limite pas à un changement d'alliance ou de carte. Il devient une expérience interprétée différemment selon la position de chacun. Comprendre cette diversité de perceptions est essentiel pour saisir pourquoi la recomposition sahélienne reste ouverte, discutée et profondément humaine. La source suggère que la transition en cours ne peut se stabiliser sans une méthode de suivi claire. Plutôt qu'un plan figé, elle esquisse un itinéraire en plusieurs étapes, chacune associée à des signaux permettant d'en mesurer l'avancement. Cet itinéraire repose sur l'idée que souveraineté, coordination et perception citoyenne doivent évoluer ensemble. La première étape consiste à clarifier les priorités communes. Les États concernés doivent préciser ce que signifie concrètement la réorientation engagée. La source évoque la nécessité de réduire les contradictions entre discours et décisions. L'indicateur principal est la cohérence des communications officielles et la convergence des messages stratégiques. À ce stade, la référence à Ibrahim Traoré apparaît comme un repère idéologique. Ces prises de position sur les frontières artificielles servent d'ordre de signal partagé, facilitant l'alignement des narratifs sans imposer un modèle unique. La deuxième étape porte sur la gestion du vide perçu. L'absence d'anciens points d'appui peut générer des tensions si elle n'est pas accompagnée. Le succès se mesure ici par la capacité à éviter une dégradation sécuritaire, tout en préservant la marge de manœuvre revendiquée. Des ajustements discrets,
plutôt que des annonces spectaculaires, constituent les indicateurs les plus fiables. La troisième étape vise l'harmonisation des mécanismes de coopération. La source insiste sur l'importance de décisions synchronisées, qu'elles soient logistiques, politiques ou symboliques. La fréquence des initiatives conjointes devient alors un marqueur de cohésion réelle. Plus ces décisions apparaissent coordonnées, plus la continuité territoriale se traduit en capacité d'action. Enfin, une quatrième étape concerne l'observation des perceptions citoyennes. Le récit d'Idriss rappelle que la transition se vit avant d'être théorisée. L'évolution des attentes locales, l'absence de ruptures sociales visibles et la stabilité des réactions quotidiennes constituent des indicateurs essentiels. Sans cette dimension, toute recomposition reste fragile. Cet itinéraire ne garantit pas un résultat. Il offre un cadre pour lire les ajustements à venir. La trajectoire du Sahel dépendra moins de la déclaration initiale que de la manière dont ces étapes seront franchies ou laissées inachevées. Le récit revient finalement à Idriss, ce témoin discret dont le quotidien a changé de rythme sans communiqué officiel ni déclaration solennelle. Le silence qui a succédé au vacarme des avions n'est pas seulement une absence sonore. Il devient une expérience partagée, une manière concrète de percevoir qu'un ordre ancien s'est retiré. Dans ce quartier, la géopolitique cesse d'être abstraite. Elle s'inscrit dans l'air, dans l'attente, dans l'incertitude tranquille d'un espace qui ne sait pas encore ce qu'il va devenir. Ce silence agit comme un fil conducteur. Il relie les décisions étatiques aux perceptions locales, les stratégies régionales aux vies ordinaires. La source montre que c'est souvent par ce type de décalage sensible que les grandes recompositions se rendent visibles. Avant les réformes, avant les ajustements institutionnels, quelque chose change dans le quotidien. Le rythme se modifie, les repères vacillent. Dans cet écho silencieux, la trajectoire évoquée d'Ibrahim Traoré réapparaît comme une référence symbolique. Ses propos sur les frontières artificielles trouvent ici une résonance particulière. Ils ne sont plus seulement une affirmation politique, mais une manière de nommer ce que les habitants ressentent confusément. L'idée que l'espace peut être redéfini, et que cette redéfinition commence souvent par une rupture invisible. Le motif se referme là où il a commencé. Le silence révèle plus que les discours officiels. La recomposition décrite dans la source ne se referme pas sur une conclusion définitive. Elle ouvre, au contraire, un espace de discussion où lecture stratégique, perception locale et choix politique restent en interaction. Ce moment appelle moins un verdict qu'une attention soutenue aux signaux émergents. Ce qui se joue ne relève pas uniquement des chancelleries ou des états-majors, mais aussi de la manière dont les sociétés concernées interprètent et intègrent le changement.